écoutez, moi, je vous dirais que, Nadia l'a dit, dans l'espace civil, parce que la loi sur la laïcité, c'est la loi sur la laïcité de l'État. Et Nadia a raison de mentionner la dérive concernant l'espace public. Bon, nous, on n'en a pas fait de cas, mais je suis contente que le RPL l'ait souligné, parce que c'est quand même une dérive. Mais je vous dirais que c'est difficile de faire appliquer la loi et les principes de laïcité dans l'espace civil, c'est-à-dire presque on pourrait dire l'espace privé, ouvert au public, c'est ça. Alors, ce serait très difficile, à moins que vous puissiez démontrer que c'est vraiment contraire à votre croyance religieuse ou à votre liberté individuelle, ou encore que vous soyez obligé de dévoiler, comme dans l'arrêt MLQ contre Saguenay, dévoiler votre appartenance. Je ne pense pas, mais là, je ne peux pas vous donner une opinion juridique comme ça, boule pour point, je ne l'ai pas étudiée, puis je vais m'en remettre aux enseignants de mes professeurs, aux enseignements de mes professeurs. Vaudrait mieux que j'étudie la question. Mais je ne pense pas, en tout cas, c'est pas un recours à la loi sur la laïcité que vous pourriez avoir pour faire valoir votre droit. Voilà, et là, je vais laisser mon ami prendre la parole. Oui, c'est ça. On ne peut pas demander à un magasin, en tout cas, on peut pas. La laïcité ne permet pas d'imposer la neutralité c'est ça, du port de signes religieux dans les magasins, etc., dans les cinémas et tout ça. Mais vous avez le droit en tant que citoyen d'expliquer, d'exprimer votre mécontentement. Vous savez, vous pouvez aussi, tout en restant poli, courtois, argumenté, rien n'empêche de dire ce que vous pensez. C'est pas parce que c'est ça, là, n'importe qui d'ailleurs. Hein. Là, il n'y a pas que le voile qui nous dérange. On peut manifester notre désaccord sur plein de choses dans la vie de tous les jours. Donc rien ne vous empêche de dire à la dame, lui expliquer pourquoi le port de ce signe religieux vous heurte. Ça, c'est pas... c'est bon. Mais vous ne pouvez pas obliger la direction, enfin le magasin d'embaucher des... Ça, non. Mais vous avez tout à fait le droit de dire ce que vous en pensez. Voilà. Mais j'aimerais ça dire quelque chose là-dessus. Moi, je pense que puis la Commission des droits de la personne et même peut-être la Cour suprême sont probablement la CDPDJ, encore plus, a décidé de hiérarchiser les droits et de faire de la liberté de religion le droit le plus important. Hein? Alors ça, je pense que c'est très clair. Je leur ai dit plusieurs fois. Pas tellement aimé, moi, à la CDPDJ. Je ne suis pas très populaire. Là non plus, mais ça, c'est vrai. Et quand tu parles des cours au cégep, par exemple, les professeurs nous disaient qu'ils ne savaient plus, beaucoup de profs qu'on a rencontrés, à quel saint se vouer, pour ne pas faire de jeu de mots, quand des étudiants refusaient d'assister à une projection du film Crazy parce que l'homosexualité, c'était contre leur pratique religieuse, ou encore ne voulaient pas dessiner des nus dans les cours d'art plastique parce que c'était contre. Mais ça, c'est absolument pas, moi je pense, en tout cas je serais capable de défendre qu'on ne peut pas accorder d'accommodement religieux ou pas là, sur le programme pédagogique du gouvernement. Ce n'est pas la loi de Dieu qui doit instruire ce qu'on enseigne, mais c'est la loi votée démocratiquement. Je suis tout à fait d'accord. Encore une fois, peut-être que ce serait intéressant de répondre à la question de Daniel Barry au sujet quel pourrait être à ce moment-là un nouvel accommodement qui est, moi j'en ai une coupe en tête, là, qui pourrait être considéré comme non excessif et plus que minimal. On en a évoqué quelques-uns, Guillaume et moi, mais encore là, ça diminue quand même beaucoup la portée des accommodements raisonnables. Moi, je pense qu'un accommodement qu'on pensait, en lisant le rapport Bouchard-Taylor, d'ailleurs, je pense que je le vois là, on a l'impression que
permettre des menus halal et kasher, ça fait partie des accommodements qu'on peut tolérer, qu'on peut permettre. Alors ça, là-dessus, j'ai beaucoup de choses à dire. Vous irez voir en particulier l'article que j'ai publié avec une docteur en médecine vétérinaire hier dans le journal de Montréal sur l'abattage rituel qui porte atteinte aux valeurs sociales les plus élémentaires de bien-être animal. Alors, cette idée que le halal et le kasher, ça fait partie, ce sont les accommodements religieux les plus facilement, qu'on peut octroyer le plus facilement, je pense que c'est vraiment, il faut démonter cette idée-là. Et d'ailleurs, vous irez lire nos dernières interventions, écouter et lire nos dernières interventions là-dessus. Moi, je pense que ça ne marche pas. Ben, justement, bon, c'est un vaste débat, mais pour faire court, c'est-à-dire au fond, si on envisage la manière dont une république indépendante québécoise pourrait réaménager les rapports entre son nouvel État et les phénomènes religieux, et il faudrait aussi justement s'entendre sur le sens de ce qui est religieux, ce qui n'est jamais fait dans toutes les lois adoptées jusqu'ici au Québec. On renvoie toujours à finalement une définition du religieux qui tomberait sous le sens commun. C'est-à-dire, c'est tellement évident que n'importe qui pourrait dire « Ah, ça c'est religieux, ça ce ne l'est pas ». Mais on ne le définit jamais. Mais indépendamment de ce débat qui peut faire l'objet de bien des colloques, quelques aspects. Premièrement, c'est clair que un État nouveau, républicain, peu importe, n'aura pas à reprendre tout le logiciel la religion civile canadienne. C'est déjà, on fait table rase. Le problème, c'est pas tellement de faire table rase, c'est de savoir par quoi le remplacer. C'est ça qui est plus difficile. C'est-à-dire que, et surtout qu'on on parle beaucoup ici des lois du Québec, mais on parle très peu, moi j'ai essayé de le faire un petit peu, mais de ce que fait Ottawa, ou de ce que font les autres États provinciaux. Ça aussi, ça a un impact. Et ça, on le connaît mal. Absolument. On le connaît mal. On est très centré sur nos débats. Bon, c'est important. Il y a des questions, oui, qui nous divisent, qui nous passionnent. Mais on connaît très peu. On connaît très peu, pas seulement le droit, mais la culture, l'histoire de ce pays qui nous englobe et qui nous minorise depuis longtemps. Mais supposons que, par extraordinaire, on se dégage de cette carapace, ben justement, il faut remplacer ça par autre chose. Alors, c'est tout un effort de pensée, et je ne vais pas vous donner nécessairement des réponses toutes crachées aujourd'hui. Justement, un élément fondamental qui apparaît, c'est que le Québec aura également le droit criminel. Jamais les souverainistes ne parlent de cette question, ou très peu. Quand on veut faire la souveraineté, c'est parce qu'on veut exercer les grandes prérogatives de la souveraineté. Et l'une d'elles, c'est le droit criminel. Alors, il y a l'armée, avoir une diplomatie, battre la monnaie. Ça, c'est les grandes prérogatives de la souveraineté. Très rare que les souverainistes parlent de la question du droit criminel. Mais s'il y a bien quelque chose de souverain dans la vie d'un peuple, c'est de décider que telle chose est un crime et telle chose ne l'est pas. Il n'y a rien de plus grand comme acte de souveraineté que le droit criminel. Alors, un État souverain du Québec récupère le droit criminel. Et là, justement, la question se pose, quel est le dosage à faire le droit criminel et le droit civil pour les questions religieuses? C'est pour cette raison-là que j'ai amené la question du droit criminel canadien. Comment lui réglemente la question du rapport aux religions? Et Ottawa recourt beaucoup au droit criminel. Et ça, on le considère peu. Alors, en étant souverain, là, on doit se poser la question, comment on fait le dosage? Est-ce qu'on doit mettre moins de droit criminel ou criminaliser autre chose qu'on ne criminalise pas aujourd'hui? Puis ensuite, quels sont les instruments civils qu'on va privilégier? Alors ça, c'est quand même une réflexion d'ampleur qu'on ne fait pas. Et ça, ça m'apparaît fondamental. Par ailleurs, oui, je souscris tout à fait dans le sens de Nadia. Il ne faut pas confondre les espaces qu'il s'agit de laïciser.
Je sais qu'en France, il y en a qui distinguent l'espace privé, donc c'est l'espace de la vie intime, la vie amoureuse, la famille, l'entre-soi, et l'espace social. Donc, travailler dans une entreprise, entrer dans un magasin. Et puis ensuite, il y a l'espace public, c'est l'espace de l'État, avec ses organismes, ses ministères, etc. Bon. Alors, c'est quand même 3 espaces distincts. La laïcité, bon, concerne l'espace de l'État, mais dans quelle mesure doit-elle s'imposer aux 2 autres? Bien là, c'est plus délicat. Clairement pas dans l'espace privé, mais dans l'espace social, bon, c'est plus délicat. Effectivement, la laïcité n'a pas pour but de neutraliser toute expression du religieux dans l'espace social. Au contraire, si on affirme qu'il y a une liberté religieuse, c'est qu'elle puisse se manifester. Cela dit, il y a aussi la liberté d'expression, et on peut aussi exprimer ce que l'on pense de telle religion ou du fait religieux, comme les gens qui ont des convictions religieuses peuvent également exprimer les leurs, et bon, pourvu que l'ordre public soit respecté et les autres libertés. Donc, je dirais que pour envisager la question des rapports entre religieux et politique, la laïcité, évidemment, est un concept incontournable, mais il y en a d'autres. Il y a une grammaire avec plusieurs concepts. Au Québec, on utilise toujours le même mot, alors qu'il y a d'autres utiles. Il y a le concept de liberté de culte. Le projet de loi C9 veut justement, pour édicter sa nouvelle loi sur la neutralité de l'espace public, il veut abolir une loi qui existe, qui est peu connue, qui est la loi sur la liberté des cultes. Et elle dit dans son article 1er que toutes les confessions religieuses sont égales et c'est une garantie offerte par la Constitution du Québec. C'est dit en toutes lettres. Donc, il n'y a pas beaucoup d'articles pour l'instant qui parlent d'une Constitution du Québec, mais il y en a un qui... Dans la loi sur l'Assemblée nationale. Oui, c'est ça, pour le serment. Pour le serment, tout à fait. Mais il y a celui-là et un autre, mais il n'y en a pas beaucoup. Et en fait, c'est une loi ancienne qui est la traduction législative du vieux compromis qui a été fait en 1852, dont j'ai parlé, là. On a aboli les réserves du clergé protestant, et puis on a remplacé ça par une espèce de proclamation de l'égalité de toutes les confessions religieuses. Mais avec ça venaient aussi toutes sortes d'articles, justement, qui avaient pour but de réglementer l'accès aux lieux de culte, il ne faut pas les troubler. Il y a encore de vieux articles qui parlent du trot, alors il ne faut pas s'approcher trop proche en cheval, etc. C'est encore écrit, et il y a des pénalités qui vont de 2 à 8 dollars. Et les pénalités s'adressent en fait aux marguilliers. Donc c'est une loi ancienne qui n'a pas été rénovée, mais à mon avis, ce n'est pas une bonne idée de l'enlever. C'est-à-dire que dans la liberté de culte, il y a plusieurs éléments. Bon, bien sûr, il y a la liberté de ne pas être inquiété, de pouvoir se livrer à son culte sans intimidation, empêchement. Mais il y a la liberté d'exercer son culte sans contrainte, pas seulement dans le lieu de culte, mais ailleurs. Il y a la liberté de sortir d'une confession religieuse. Il y a la liberté de changer de confession religieuse. Et il y a la liberté de ne pas être obligé d'adhérer à une confession religieuse. Alors tout ça va ensemble et ça va autour de la notion de culte. Et je trouve dommage qu'on élimine de la législation québécoise ce concept qui a son utilité. Je ne dis pas que ça couvre tout, mais ça a son utilité. Et quand on regarde ailleurs, il y a des États qui réglementent le culte avec plus de principes, de précision que nous le faisons. Un autre concept dont on ne parle pas, mais je sais que c'est une matière litigieuse, mais je le mentionne, c'est la liberté d'enseignement. Concept dont on parle très peu au Québec. Mais dans d'autres pays, c'est un concept qui est reconnu par le droit, notamment la France. Alors, qu'est-ce que la liberté d'enseignement? C'est la liberté donnée à n'importe quel individu ou groupe dans la société de fournir l'éducation sous réserve d'avoir à appliquer le programme commun fixé par l'État. C'est ce qu'on appelle la liberté d'enseignement. Ce n'est pas reconnu comme tel dans la législation québécoise, mais le Québec a adhéré à la Convention sur les droits de l'enfant de 1989, puis il y a un article 20, quelque chose comme ça, où on reconnaît que c'est une des libertés attachées à l'exercice des droits de l'enfant.
Donc, et à mon avis, bon, je sais qu'il y a tout un débat sur l'enseignement privé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la liberté d'enseignement ne veut pas dire que n'importe quel groupe a la liberté de donner un enseignement confessionnel. Mais c'est une liberté qui dit n'importe quel groupe, y compris les groupes religieux, ont la possibilité, pourvu qu'ils respectent le cadre commun de l'État, ont la possibilité de dispenser l'éducation. Alors évidemment, c'est un droit qui est réglementé, qui peut prendre toutes sortes de modalités, mais il me semble que tant qu'à envisager toutes les variables du problème, pour parler de manière scientifique, il me semble que c'est un concept qu'on ne devrait pas écarter. Et le Québec a quand même adhéré à la Convention des droits de l'enfant, donc ou bien il honore ses engagements, ou alors il les ignore. Ensuite, un autre aspect très important. On entend beaucoup, évidemment, au Québec, et ce n'est pas propre au Québec, une certaine préoccupation à l'égard de l'emprise de certaines religions, de groupes religieux, qui, justement, imposent leur façon de faire, leurs dogmes, et qui vont finalement créer une espèce de société parallèle, voire un droit parallèle à celui de l'État. Pour l'instant, le Québec est bien mal armé pour faire face à un tel phénomène, tout simplement parce qu'il a les pouvoirs d'un État provincial au sein du Canada. Et ces pouvoirs sont limités. C'est les pouvoirs civils, ça exclut le droit criminel, ça exclut une bonne partie du pouvoir de police, même si on a nos propres corps policiers. Et on n'a pas d'agence de renseignement. Un État souverain doit, normalement, se dote d'une agence de renseignement. Et en France, quand vous regardez toute la panoplie des moyens déployés par l'État français pour faire face à l'entrisme islamisme ou à d'autres formes d'entrisme, les renseignements français sont très, très impliqués. Donc, c'est aussi un aspect de la question. C'est-à-dire qu'un État souverain, il doit à la fois, oui, prévenir, utiliser des moyens qui relèvent du renseignement, de la police, parfois de la répression criminelle, mais par ailleurs, il y a des moyens qui relèvent plus des rapports civils. Et dernier point. Je constate que on a tendance à penser au Québec, enfin, peut-être pas tous, que quand un phénomène est religieux, bien, on ne doit pas lui reconnaître de consistance sociale. On peut avoir toutes sortes d'avis sur ce qu'est la religion. Il y a des gens qui trouvent le sel de leur existence, puis il y en a d'autres qui y voient une malédiction. C'est un débat qui existe depuis des siècles. Il ne va pas se tarir demain matin. Mais indépendamment de ce qu'on pense du phénomène religieux, c'est un phénomène social. Les gens qui se réunissent pour célébrer un culte, honorer un prophète ou un dogme ou une révélation ancienne, peu importe, ben, ils exercent leur droit d'association. Ils exercent leur liberté d'expression. La religion est un phénomène associatif. C'est même un des plus puissants phénomènes associatifs qui soit, parce que justement, il a tendance à être au-delà des frontières. Et c'est par exemple pour laquelle, quand on regarde l'histoire des États, ils ont souvent mal à partir avec les religions, parce que les religions sont sans frontières. Mais c'est un puissant vecteur d'association, la religion, mais qui a le droit d'exister à travers les libertés classiques du libéralisme. Donc, il ne faut pas non plus dire le phénomène religieux n'existe pas, parce qu'on n'y croit pas, mais il existe en tant que phénomène social. Et on n'a pas à juger de sa réalité comme phénomène social, sauf si, bien sûr, il s'exprime d'une manière qui va contre l'ordre public ou contre les valeurs de l'État. Donc, c'est quand même cet aspect-là. Et j'observe que, par exemple, au Québec, une chose qu'on ne fait pas, mais qu'on fait ailleurs, c'est que dans plusieurs États, l'État institutionnalise ses rapports avec, justement, les corps religieux. Il institutionnalise un dialogue. En France, ça se fait par le ministère de l'Intérieur. Dans d'autres pays, ça se fait en Italie, ça se fait dans d'autres pays républicains. Donc, c'est une question à laquelle il faut réfléchir. Est-ce qu'on fait comme s'il n'y a pas de religieux au Québec, donc l'État doit être bien sûr séparé, mais il n'a pas à dialoguer comme tel avec des corps religieux, ou est-ce qu'au contraire, il doit trouver des médiations institutionnelles par lesquelles il peut dialoguer avec les corps religieux, y compris aussi même avec des corps qui défendent plutôt une approche laïque ou humaniste de l'existence. C'est ce que fait d'ailleurs la Belgique. La Belgique reconnaît à la fois des corps religieux
et des corps qui représentent la pensée de ceux qu'on range dans la catégorie des athées agnostiques ou qui ont une philosophie plus humaniste. Alors, peu importe. C'est toutes des questions, à mon avis, qui se posent si jamais, effectivement, arrive cette République du Québec indépendante. Et là, on a quand même toute une liste de questions à se poser et toute une liste de moyens à envisager, ce qu'on, pour l'instant, ne fait pas. Peut-être que c'est une erreur, je pense. Mais c'était bien qu'on se rencontre tous justement sur ce point-là. Comme ça, on a pu marteler tout le monde ce point. Et puis, après l'audition du MLQ jeudi, le ministre Jean-François Roberge a dit que autant sur la DPJ, on a tous insisté aussi que pour que la laïcité soit aussi, à l'interdiction des signes religieux s'applique au personnel de la DPJ. Et puis sur ce point d'avoir supprimé le droit des services publics laïques, bon, il a dit qu'il avait bien entendu, qu'il y avait plusieurs groupes qui lui en avaient parlé et qui prennent ça au sérieux, qui vont voir comment. Je pense que c'était une erreur. Moi, je pense que c'était peut-être pas... intentionnel. En tout cas, il l'a dit explicitement qu'ils allaient voir pour corriger ça, voir comment ils peuvent réécrire, c'est ça, le P4. Différent entre deux ministres. Je sais pas. Mais là, dans la loi qui est dans le projet de loi qui est proposé par le ministre, c'est interdit de faire une discrimination, de demander une discrimination. C'est-à-dire qu'un service soit donné par une personne un autre sexe. Donc ça, c'est... Mais chaque ministère aussi a l'obligation ou a la responsabilité de faire respecter la loi sur la laïcité. L'enseignante à qui j'ai parlé, qui a enseigné pendant 30 ans à l'école Bedford et qui a, après ça, été au Centre des services scolaires responsable de 35 écoles de ce coin-là, elle me disait que jamais le ministère de l'Éducation avait donné des consignes sur c'est quoi la laïcité. Au-delà des signes religieux qui sont interdits, ça veut dire quoi l'article 2? Ça veut dire quoi une école laïque? Hein? Ça veut dire quoi la séparation du religieux? Jamais rien. Elle dit que nous, donc, à notre école, elle était directrice adjointe, on interdisait les signes religieux puis on n'avait pas de problème, donc la loi sur la laïcité était adoptée. Alors, toutes les questions de nourriture halal, ou cochère, bon, c'était plutôt halal dans cette école-là, toutes ces questions-là n'étaient jamais soulevées. Le ministère de l'Éducation n'a jamais fait son travail. Même chose pour l'enseignement supérieur auprès des cégeps à qui on s'est adressé. Qu'est-ce que ça veut dire, l'article 2 de la loi sur la laïcité? Les cégeps ne sont pas tenus par l'article interdisant, l'article 6 interdisant les signes religieux, mais ils ont plein d'autres obligations, dont ne pas donner des salles de prière, ne pas diviser les femmes et les hommes, ne pas amender leur programme pédagogique pour faire plaisir à un et à l'autre, etc., etc. Il faut d'abord que les ministères... Et le ministre va avoir plus de pouvoir pour faire appliquer. Mais moi, j'ai dit, il faut absolument que les ministères fassent respecter la loi dans leurs institutions. Ça va être une société d'État, la Société d'assurance automobile, mais la Société d'État relève du ministère des Transports. Et le ministre des Transports a vraiment une compétence certaine pour faire respecter les propres lois du Québec. Mais ça, ce que je m'aperçois, c'est que les ministres, et puis on a rencontré beaucoup d'organisations, le ministère de la Justice, les palais de justice, on a demandé comment l'interdiction des signes religieux pour les greffiers, les juges et tout ça, comment ça se passait. Les gens ont peur de la loi sur la laïcité, alors ils ont peur de la faire appliquer. Donc, il va falloir que c'est bien beau à adopter des lois, mais il va falloir que ce soit dans un État, un Québec souverain ou non, qu'on les applique, ces lois-là, et que les obligations législatives soient vraiment transmises. Et un des pires, c'est le ministère de la Famille. C'est vraiment le ministère de la Famille, faire appliquer la loi sur la laïcité. Je ne sais pas comment ils vont faire ça. Ils n'osent même pas aller visiter les CPE sans les appeler. Alors, les avertir avant, écoutez, on s'en vient vous voir et on aimerait ça, on va vérifier si vous respectez la loi. Bien oui, c'est ça, moi aussi, je veux ça. Mais donc, c'est un élément, c'est pas seulement, mais chaque ministère a cette responsabilité-là et il faut que le gouvernement prenne le taureau par les cornes. Les ministres prennent la responsabilité, ça veut
Mais- l'administration des institutions aussi, par exemple. Absolument. Mais on a, Daniel, Ça prend un mécanisme de plainte. Il y a ben, pas c'est pour ça que nous, on a suggéré... un mécanisme de plainte et c'est des plaintes qui peuvent être à l'origine de l'obligation pour un ministère, un autre organisme de respecter la loi. Puis, sinon, on peut utiliser les tribunaux. Mais ça Ouais. coûte cher ailleurs. Absolument. Ailleurs, Québec, Mais c'est pour ça qu'on avait- Il y a des enquêtes. Mais en tout cas, Et puis, si je peux me permettre, pour pouvoir expliquer ce qu'est la laïcité, il faut déjà le comprendre soi-même. Alors, donc, c'est pour ça que je dis que si on ne sait pas ce que c'est que la neutralité religieuse et que c'est une chose et une autre, ça ne marche pas. Et si la seule façon d'expliquer, c'est de dire c'est comme ça qu'on vit au Québec, eh bien, on est mal outillé. Alors, il faudrait déjà que le ministre sache ce que c'est que la laïcité. C'est pas enregistré, ça? Dernier point. Il y a une chose qui m'a toujours surpris quand j'ai lu la loi 21, c'est le fait qu'habituellement, quand un gouvernement adopte une loi sociale ou d'importance, il prévoit toujours ce qu'on appelle un pouvoir réglementaire. Parce qu'une loi ne peut pas tout dire, donc il faut trouver les moyens de l'appliquer. Alors, on donne ça au pouvoir réglementaire. Donc, le gouvernement peut faire des règlements pour appliquer tel concept qu'on trouve dans la loi. C'est ce que fait, par exemple, la Charte de la langue française. Il y a des règlements d'application. Mais dans la loi 21, il n'y a pas de pouvoir réglementaire. Et puis, il n'y a pas non plus de sanctions précises attachées à la non-observance d'un des principes énoncés. On énonce des obligations, mais il n'y a pas de conséquences. Et donc, les juristes, d'ailleurs, des fois, se posent la question, une norme qui n'a pas de sanction, est-ce une norme? Et bon, je ne veux pas rentrer dans les grands débats, là, mais c'est ça qui est très, très particulier. Et je crois que dans le projet de loi C9, on a ajouté un pouvoir réglementaire. Donc, on vient de se rendre compte que, oui, c'est un peu bizarre, il n'y a pas de pouvoir réglementaire dans la loi 21. Mais bon... Et donc, les seuls documents qu'ils avaient dans les écoles et tout ça, c'est le document de la direction de la laïcité qui expliquait l'obligation d'octroyer les accommodements religieux et qui expliquait les balises, mais surtout l'obligation à l'accommodement pour motif religieux. C'est la seule chose qu'ils avaient dans les écoles pour expliquer la laïcité. Chers panélistes, vous me permettez, je vais répondre à cette deuxième question. Je vais commencer la réponse à cette deuxième question. alors, il faut que je prenne la parole sur cette question. Oui, c'est certain, mais simplement à titre de professeur au collégial, je veux simplement informer Mme Grenier que je suis donc professeur au collégial dans le Grand Montréal. Donc, c'est pas simplement à Montréal, c'est le Grand Montréal. Et effectivement, depuis là maintenant un bon 6 ans, il y a de plus en plus de communautés intégristes qui se sont installées dans le Grand Montréal et c'est considérable le nombre de jeunes femmes qui arrivent voilées, voile intégrale. Et la question de est-ce que c'est important, est-ce que c'est une majorité, c'est dès que ça arrive, il faut agir, parce que notamment l'égalité homme-femme, la liberté de conscience, donc il faut que, même si c'était qu'une seule femme, il faudrait agir. Alors, je termine mon commentaire là-dessus. Mais donc, en fait, ça m'interpelle beaucoup. Ça m'interpelle beaucoup l'histoire du nombre. Oui, mais il y en a combien de femmes voilées? Est-ce qu'on est obligé de légiférer pour ça? Ça m'interpelle beaucoup parce qu'il s'agit d'une question de principe. Et malheureusement, la laïcité, c'est un principe. La neutralité religieuse de l'État, c'est un principe. Il ne faut pas attendre que les droits des femmes soient atteints et violés pour agir. Et même s'il y en avait juste une dans tout le Québec, il faudrait adopter l'interdiction du visage couvert. Les femmes qui acceptent de porter le visage complètement voilé, c'est une renonciation à leur droit à l'égalité. Et on ne peut pas renoncer à son droit à l'égalité. C'est un droit d'ordre public. On ne peut pas y renoncer. Et quand j'entends le Devoir particulièrement, les journalistes du Devoir qui n'arrêtent pas de dire « Oui, mais il y en a combien? Est-ce qu'on doit vraiment légiférer? Il y en a combien de jeunes femmes voilées? » Ça me heurte
au plus haut point. Ah, ben il y en a juste 2 au cégep Bois-de-Boulogne. Ben il y en a juste 4 au cégep Antique. Puis il n'y en a pas à Édouard-Montpetit. Non, mais je n'en peux plus. Ce sont des questions de principe. Alors, je regrette infiniment, là, l'histoire du nombre, là, c'est un faux débat. Les libéraux, là, madame, je ne me souviens plus, la ministre de la Justice, c'était Stéphanie Vallée, qui avait... puis après ça, ils ont essayé, je pense, c'est les libéraux qui ont essayé de faire du comptage de combien de femmes voilées, tout ça. Ils nous ont mis dans le pétrin avec ça. On est encore en Cour suprême avec cette volonté, combien il y en avait. C'est ridicule. C'est ridicule. Il faut arrêter de parler de nombre quand on parle de principe. Le droit à l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est un principe juridique, c'est un droit, et qu'il y en ait un. Puis la Cour suprême, dans Saguenay, là, dans MLQ contre Saguenay, elle n'a pas dit « Ah, bien, il y en a juste un, il y a juste M. Simoneau que le droit dont le droit est bafoué. C'est pas grave, juste un. » Non! Elle n'a pas dit « Il y en a juste un. » Puis il y a juste une prière. Le maire de Saguenay, il fait genre, il en fait juste une durant toute la... Non! Une fois au chalet. C'est même pas, c'est ça. Alors, je pense que c'est important de sortir de cette histoire de nombre-là. Oui. Et puis moi, je ne vois pas pourquoi la laïcité ne serait pas rassembleuse. Qu'est-ce qui serait rassembleur alors? Est-ce que ça serait le laisser-faire, permettre, je ne sais pas moi, de faire, donc de multiplier les lieux de prière dans les institutions d'enseignement, que le voile devienne normatif, que je sais pas moi, que les menus là, les cachères, bon. Et puis, je pense que le problème, c'est qu'on explique très mal ce que c'est. Absolument. Je pense qu'il y a un problème de communication. Alors, ce qui offusque peut-être des gens, c'est ça. C'est quand on part avec c'est ça qu'on vit, comme ça qu'on vit au Québec. Oui. Ça, c'est pas la bonne façon de montrer. Premièrement, un gouvernement n'a pas à taper sur la table en disant c'est comme ça que ça va se passer. Ça fait autoritaire, effectivement, alors que c'est un devoir du gouvernement, c'est un devoir d'assurer les conditions à tout le monde, oui, et puis d'émancipation des enfants. C'est ça, c'est le devoir du gouvernement que les gens qui viennent d'ailleurs ne se retrouvent pas ghettoisés ici. Parce qu'on entend ceux qui sont pour, on entend les adversaires, je ne sais pas. C'est plus facile d'entendre les militants qui veulent absolument s'imposer, mais on n'entend pas la vaste majorité qui veut juste s'intégrer comme tout le monde. Absolument. Et puis venir et se retrouver ghettoisé dans son petit milieu, c'est pas bon. Donc, il n'y a pas de raison. C'est une fausse idée que les gens sont contre la laïcité, mais c'est sûr que le discours, pour en parler, change les choses. Voilà. Oui, il faut mettre les choses claires, il faut expliquer. Là, c'est sûr que ça dépend aussi du message qu'on fait passer. Quand on dit multiculturalisme, c'est ben beau, là, c'est le folklore, on adore ça, et puis allez-y, multiplier les lieux de prière et tout, eh bien, les gens sont encouragés. Ce monsieur-là, il n'est peut-être pas intégriste, mais il a compris que ça se faisait. Et quand le message change, quand on dit non, c'est pas non, les lieux publics, c'est pas pour faire sa prière. Quand il y a un certain nombre de lois qui mettent les choses claires et que la laïcité est claire, et puis je pense que ça va changer. Ça dépend du message qu'on fait passer. Fatima Aboubakr parlait en commission parlementaire jeudi. Elle expliquait qu'en fait, il y a beaucoup de dames, de filles, là, d'éducatrices dans sa garderie. Ben, elles ont vu qu'il y avait une loi qui était pour passer pour interdire ça. Ben, elles sont venues sans le voile. Même si on ne leur a pas demandé. Mais il ne faut pas penser que tout le monde est militant pour le voile. Il y en a beaucoup, il suffit de leur expliquer. Ah non, la loi dit non, alors on ne va pas y aller avec notre voile. Il ne faut pas penser que tout le monde est comme ça, agressif, à vouloir absolument porter les choses. Voilà.